Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux résultats du second tour de l'élection présidentielle en France. Emmanuel Macron, vainqueur du second tour de ce scrutin présidentiel avec 57,60% des suffrages. Marine Le Pen fait, elle, un score inédit avec plus de 42% des suffrages exprimés. Selon les premiers résultats, une victoire donc d'Emmanuel Macron à peine confortable du président sortant, une victoire sans éclat. L'extrême droite n'est aujourd'hui pas à l'Élysée, mais les idées du Rassemblement national ont définitivement gagné du terrain dans l'esprit des citoyens français et un taux d'abstention quasi record à 28%, une France fracturée. Voilà donc l'issue de ce scrutin tant attendu au moment où l'Europe continue de subir de plein fouet les effets d'une guerre en plein cœur avec une grave crise internationale, des déplacements colossaux de population engendrée par une invasion russe en Ukraine, une guerre qui fait basculer les équilibres géopolitiques de la région et bien au-delà. Dans ce contexte, quel impact la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français va-t-elle avoir sur ses voisins du Sud notamment, en Méditerranée d'abord, sur le Maghreb et en particulier avec le Maroc, un de ses partenaires historiques, mais aussi sur le reste du continent africain. Comment cette France, née du 24 avril 2022, traversée par une recomposition totale de son paysage politique, va-t-elle envisager ses relations avec le Royaume du Maroc, avec qui elle a des liens séculaires qui se sont sérieusement distendus? Quel choix fera cette France, présidente du Conseil de l'Union européenne jusqu'en juin prochain? Quelles seront les perspectives du président réélu? Ses priorités? Aura-t-il les coudées franches pour travailler avec l'échéance des législatives qui risquent de rebattre encore les cartes des forces politiques en présence? Qu'en est-il aussi de son rapport avec sa diversité, avec sa composante maghrébine et musulmane aujourd'hui? Un enjeu inéluctablement lié aux relations qu'il va précisément choisir de cultiver avec ces pays du Sud sur les plans migratoires, sécuritaires, économiques et culturels. On en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Zakaria Aboutahab, spécialiste en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Également avec nous depuis Paris, le journaliste éditorialiste Mustapha Tossa qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines sur cette élection. Et c'est aussi depuis Paris que se joint à nous notre confrère et essayiste, le journaliste indépendant Dominique Vidal. Enfin en plateau avec moi, mon confrère de Radio Méditerranée Internationale, David Labo, pour analyser et décrypter ces résultats. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV. Alors on commence tout de suite avec vous, David Labo, un mot sur ces résultats. Une victoire en demi-teinte, il faut le dire, pour le président sortant. On est loin des 66% de 2017. Et puis il y a cette abstention quasi record, 28%. Sans oublier cette recomposition totale du paysage politique qui avait déjà été entamé il y a 5 ans, qui se poursuit actuellement. Vous avez raison, le score est beaucoup moins marqué qu'il y a 5 ans. On s'y attendait, on nous l'avait dit. Les sondages nous prédisaient en fait une élection un peu plus serrée. Ces derniers temps, on était sur du 55-45, 56-44. Finalement, ce soir, selon les derniers chiffres, il approche même les 59%, 41% par Marine Le Pen. C'est quand même un score qui est très marqué. C'est indubitable, même si effectivement la tendance est là. Il fait moins bien qu'il y a 5 ans. L'écart est beaucoup moins marqué que ça pouvait l'être aussi il y a 20 ans tout pile, quand Jacques Chirac à l'époque avait affronté Jean-Marie Le Pen. On était à ce moment-là sur du plus de 80%, 82, 83 face à le candidat extrême droite qui était à 17%. Donc on le voit, la tendance elle est là. Il y a 20 ans, c'était très marqué. Ça l'était moins il y a 5 ans, ça l'est encore moins aujourd'hui. Il n'empêche, il a réussi quand même à marquer cela nettement. En fait, son élection, elle est quand même nette, elle est franche, un peu plus franche que les sondages le laissaient présager ces derniers temps. Après, oui. C'est un vote barrage, clairement. Il a eu besoin, comme c'était le cas il y a 5 ans, du renfort des gens qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour, qui n'avaient sans doute pas très envie non plus de voter pour lui cette fois-ci. Je pense à la gauche, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, aux écologistes. Il a pu avoir ce renfort-là.
Il en a conscience, il l'a dit ce soir lors de sa première prise de parole, son discours. Il a pensé à ces Français qui avaient voté pour lui, pas par conviction, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Il dit qu'il va en tenir compte. Il est condamné à en tenir compte. Il y a ce mandat de 5 ans qui s'annonce pour lui. Ce sera compliqué. Les législatives dans quelques semaines. On va évidemment en parler. Nadia a quand même signalé un fait concret. C'est le premier président de la Ve République à obtenir comme ça un deuxième mandat hors période de cohabitation. C'était le plus jeune président il y a 5 ans. Il avait été élu à 39 ans. Il n'avait jamais été élu auparavant. C'était vraiment c'est un braquage, c'est un truc complètement incroyable qu'il a fait. 5 ans après, il réussit quand même une nouvelle performance, c'est de rester à l'Élysée pour un deuxième mandat. D'accord. Professeur Abou Dahab, votre première réaction, Emmanuel Macron, de retour à l'Élysée, la continuité en somme, c'est une bonne nouvelle pour les relations entre Paris et Rabat? Madame Le Pen soit avec M. Macron. M. Macron déjà connaît le Maghreb, connaît le Maroc. C'est vrai, les relations sont contrastées, peut-être nous y reviendrons. Mais de toutes les manières, ça nous donne quand même une certaine visibilité pour les 5 prochaines années. Puisque M. Macron, entre autres, était au Maroc, je m'en souviens au moment du lancement, par exemple, de la ligne à grande vitesse marocaine. Il a des liens, on va dire, très cordiaux, avec le Maroc. Alors, ceci dit, le contexte de 2017 a changé, il me semble. Il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup de questions fondamentales, etc. Mais de toutes les manières, toute proportion gardée, nous pensons, vu du Maroc, qu'avec Emmanuel Macron, on pourra peut-être se rattraper sur un certain nombre de points, d'autant plus que M. Macron, en 2019, en juin, avait lancé le sommet des 2 rives. Donc, je crois qu'il a une certaine politique méditerranéenne. Maintenant, il faudra la revoir, d'autant plus que la France, aujourd'hui, préside le Conseil de l'Union européenne et donc, par conséquent, je crois qu'il y a là une vocation à atteindre dans les prochaines années. De poursuivre avec vous, Moustapha Tossa, si vous êtes avec nous sur cette France fracturée et précisément sur ce rapport des Français et de la classe politique française qui entretient avec sa diversité en général et puis sa composante maghrébine, musulmane en particulier. Pourquoi Éric Zemmour a-t-il longtemps réussi à dominer les débats sur des questions exclusivement identitaires? L'extrême droite a gagné aujourd'hui, pendant le quinquennat Macron, quasiment 10 points de plus. Oui, alors un commentaire de manière générale sur l'élection d'Emmanuel Macron. Et il faut dire que beaucoup de gens ont poussé un ouf de soulagement. Et il y avait une vraie crainte que l'extrême droite puisse se rapprocher dangereusement de l'Élysée. Vous l'avez cité, Éric Zemmour a réussi à imposer des thématiques. Je suis désolé, je suis en train de m'entendre dans les écouteurs, c'est pour ça que je parle doucement. Si je peux ne pas m'entendre dans les écouteurs, ce serait bien. Bon, je disais que Éric Zemmour a réussi à imposer une thématique de l'immigration au point qu'il y a une grande majorité de Français qui voyaient, en tout cas sur le plan médiatique, qui voyaient qu'il était possiblement un gagnant de cette bataille. Et donc, le fait que Marine Le Pen puisse réaliser 42% est une performance qu'elle doit à Éric Zemmour. C'est lui qui a banalisé les thèmes de l'immigration, de la xénophobie, de la haine de l'autre, à tel point que certains se sont dit pourquoi pas ne pas voter pour Marine Le Pen. D'accord. Donc oui. Je voudrais vous poser la question à vous, Dakalia Abou Dahab. Que vont être les priorités d'Emmanuel Macron sur ce point-là, précisément? Vous m'avez posé une question sur la question des visas, c'est bien ça, Madame Nadia ? Tout à fait. Voilà. Moi, il faut que je rappelle quand même peut-être le contexte dans lequel cette décision était intervenue. Moi, je crois que M. Macron avait commandé une étude. D'abord, c'est la question de la réconciliation avec l'Algérie.
Benjamin Stora, qui est historien connu, avait remis un rapport et dans lequel il y a eu, entre autres choses, des questions un peu peut-être fâcheuses, comme la problématique de la rente mémorielle. Et puis par la suite, il me semble que M. Macron avait parlé à des enfants issus de l'immigration, d'origine algérienne, durant cette discussion. Je pense que des propos qui n'ont pas été beaucoup appréciés par Alger ont été rendus. Bon. Globalement, on peut dire que non plus pour le Maroc, le contexte n'était favorable. Et on le sait, peut-être nous y reviendrons, avec cette question également qui dérange Pegasus, pas Pegasus, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Et donc, une décision qui intervient, moi je crois, sur fond de préparation de la campagne électorale, quand on sait que M. Zemmour était en ascension, dans les sondages, on a peut-être un peu gonflé les pronostics. Et puis, Mme Le Pen qui a revu et corrigé, on va dire, le cosmétique du Front National devenu Rassemblement National, etc. Il me semble que M. Macron, au-delà de l'impact immédiat de la mesure, voulait aussi peut-être rallier une certaine frange de la population, de l'électorat français, qui était un peu dubitatif sur peut-être des largesses françaises, ça et là. Donc, grosso modo, du point de vue marocain, nous pensons que cette décision n'était pas véritablement justifiée. Quand on sait qu'entre autres, le Maroc s'était lancé dans une politique proactive en termes d'immigration, il a fait beaucoup pour qu'ils s'inscrivent dans le cadre du pacte mondial sur des migrations régulées, le pacte de Marrakech, on s'en souvient. Et puis, cette mesure, on l'avait sentie comme une sorte de sanction ou concernant les 3 pays du Maghreb central, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Ceci dit, souhaitons que dans les prochaines années, parce qu'il y aura des victimes ou des conséquences collatérales de cette politique pour des étudiants, pour des chercheurs, dans le cadre de la mobilité internationale, etc., puissent être revus et corrigés. Alors, on parlait de cette ère nouvelle. Cette ère nouvelle ne sera pas celle de la continuité, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dès les premières heures de sa victoire. Quelles vont être les priorités du président réélu? Qu'est-ce que cela augure en matière de politique étrangère de la France dans le contexte de cette guerre en Ukraine? Emmanuel Macron regardera-t-il du côté de la rive sud de la Méditerranée et de l'Afrique, avec laquelle Paris a des relations plutôt compliquées, Moustapha Tossa? Oui, et c'est vrai qu'on s'attend maintenant que Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans, on s'attend à ce qu'il change de politique à l'égard du Maghreb, à l'égard du Maroc, à l'égard de l'Algérie, à l'égard du Sahel. Il y a la question du Sahel qui va se poser à lui bientôt parce que la présence française est lourdement contestée et on a l'impression qu'il avait reporté un petit peu les grandes décisions dans ce dossier. Sur le Maroc, on s'attend à ce qu'il clarifie une bonne fois pour toutes son rapport avec Rabat et notamment la position de la France sur la marocanité du Sahara. La France, il est vrai, a depuis un certain temps soutenu l'option de l'autonomie, mais à partir du moment où il y a eu la position américaine et la position espagnole et un certain nombre de positions d'autres pays arabes, africains et autres, la France, de par le lien stratégique et l'intimité, entre guillemets, politique et diplomatique qu'elle a avec Rabat, se doit d'adapter sa position, de lui donner un coup d'accélérateur. Et on s'attend à ce que Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, sort un peu de cette relation un peu contrainte qu'elle avait avec le Maghreb. Il ne veut pas aller plus loin avec le Maroc pour ne pas énerver les Algériens. Maintenant, l'heure est venue pour cette nouvelle ère de reconnaître officiellement la marocanité du Sahara. Alors la position de la France, elle est très importante parce qu'elle réagirait, elle donnerait un coup de fouet à la position européenne. La position européenne est attendue aujourd'hui pour une mise à niveau européenne par rapport à ce dossier, en prenant en considération la position américaine, la position espagnole. Et donc, sur ce dossier-là, Emmanuel Macron est très attendu. Et moi, j'imagine que la diplomatie française, la diplomatie marocaine ne va pas rester inactive dès les premières semaines de ce mandat, dès les premiers mois. Et Emmanuel Macron va être sollicité pour clarifier sa position et donner un coup d'accélérateur à la reconnaissance par Paris de la marocanité du Sahara. Ça, c'est un dossier extrêmement important et j'imagine que aussi bien à Rabat qu'à Paris, on va lui accorder l'importance qu'il mérite.
On va effectivement accorder l'importance qu'elle mérite. C'est vrai qu'on est en droit de s'interroger sur cette frilosité de Paris sur le dossier. Dakadia Abou-Dahab, la France, partenaire historique du Maroc, soutient certes depuis des années l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume concernant le Sahara, mais Paris n'a pas bougé sa position d'un iota sur ce point depuis des années, alors que des pays qui n'avaient pas autant de proximité, on le disait avec Mustapha Tossa, avec le Royaume, ont fait évoluer leur position de manière significative à l'égard de ce dossier névralgique pour le Maroc. Votre analyse sur ce point? Je crois que la France a quand même le mérite d'être le premier pays européen, puissance quand même mondiale, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, mais en permanent, à avoir soutenu de façon stratégique le plan marocain d'autonomie depuis sa proposition, c'était en avril 2007, et au-delà. Et donc, toujours dans les débats, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, la France, quand je dis la France, c'est la République française, vous voyez, au-delà des présidents qui se sont succédés à l'Élysée, tenait toujours un discours de soutien stratégique à ce plan marocain d'autonomie, parce que moi je crois que cela tient à une certaine responsabilité historique quand même de la France, du moins de façon partielle, par rapport à ce conflit que nous considérons au Maroc comme étant artificiel, et par rapport aussi à des projections, que ce soit maghrébines, au niveau de la Méditerranée occidentale, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne, et que la France voudrait quand même apporter une contribution significative, tout en restant, il faut le rappeler, quand même adossée à une vision en termes de droit international. Ça, je le sais. Puis il y a toujours cette question du droit à l'autodétermination qu'on pourrait, bien entendu, adapter en fonction du contexte et des situations du moment. Alors, ceci dit, la France, par ailleurs, a une certaine singularité par rapport à la position américaine. On le sait, il y a un certain exceptionnalisme qui marque ou qui marquait toujours la politique étrangère française. Ce qui s'est passé récemment avec l'Espagne et avec l'Allemagne, je crois que ça reste intégré dans le cadre, je dirais, du paradigme français, puisque finalement, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, tout simplement, n'en fait que plus ou moins aller dans la continuité de la position française, à mon avis. Donc, il ne s'agissait pas d'une reconnaissance, on va dire, expresse de la marocanité du Sahara, à la différence de la position américaine, notamment avec M. Donald Trump en décembre 2020, et qui a été actée et publiée au registre fédéral. Mais grosso modo, aujourd'hui, nous devons avoir les yeux rivés vers les prochaines séances ou réunions des instances pertinentes de l'Union européenne, le Conseil de l'UE, la Commission européenne, pour que nous voyions la France conjuguer ses efforts avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec d'autres pays, soutenir cette fois-ci de façon nette le plan marocain d'autonomie et faire en sorte que cette démarche puisse avoir des échos, à mon sens, au niveau du Conseil de sécurité pour sortir de cette impasse, ce qui ne sera pas du tout bien apprécié de la part du voisin algérien. Ça, on le sait très très bien. Voilà la délicatesse de la question. Ouais, donc un dossier sur lequel le Royaume du Maroc attend effectivement une évolution de la part de Paris. Mustapha Tossa, il y a une autre affaire qui a sérieusement dégradé, si l'on peut dire, la qualité des relations entre Paris et Rabat. C'est l'affaire Pegasus, une esclandre internationale contre un Maroc accusé finalement sans preuve. Un scandale d'État qui a finalement accouché d'une souris, si on peut dire. Que faut-il comprendre de cet épisode délicat entre la France et le Maroc? Oui, Nadia, mais avant de répondre sur l'affaire Pegasus, je voudrais juste rajouter un élément de réflexion à ce qui a été dit sur le Maroc, le Sahara, le Maghreb, l'Algérie et tout ça. Tout dépend aussi, il faut ça aussi prendre en considération parce que c'est un élément extrêmement important, tout dépend aussi de la personnalité du futur ministre des Affaires étrangères français. Et il est vrai qu'on va attendre les élections législatives après la formation du gouvernement. Tout dépend pourquoi je dis ça? Parce que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, n'était pas connu pour être un chaud partisan de la relation stratégique franco-marocaine. Il était beaucoup plus dans un exercice d'équilibrisme entre Paris et l'ensemble du Maghreb. Et ce qui fait, il se
se donner lui-même des freins pour ne pas aller trop loin dans la reconnaissance et dans la reconnaissance de Paris, de la marocaine et du Sahara. Si on doit avoir un autre ministre, un ou une femme, parce que normalement Jean-Yves Le Drian devrait terminer sa carrière à la fin de ce mandat, si on doit avoir un nouveau ministre, il faut voir sa manière de faire, son style, son humeur et ses convictions qui vont certainement, non pas peut-être jouer comme un accélérateur dans la transformation de la position de Paris à l'égard de ces problématiques. Pour revenir à Pegasus, oui, effectivement, c'est une affaire qui a empoisonné lourdement et froidement les relations entre Paris et Rabat, d'autant plus que Rabat pensait que c'était une affaire montée de toutes pièces par l'État profond français pour envoyer des messages. Et donc, il y a eu beaucoup de fritures sur la ligne. On a eu les réactions aussi silencieuses de Macron, de Jean-Yves Le Drian, ou même de Gérald Darmanin. Mais c'est une affaire qui a fait pchit. Il y a eu quelques milieux qui ont voulu exploiter cette affaire pour salir la réputation du Maroc, pour le critiquer sur le plan international. Mais jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, personne n'en parle. C'est une affaire qui a fait pchit, comme dirait Chirac, et ça fait partie du passé. Mais ça donne une idée des instruments que peuvent avoir un certain nombre de milieux pour exprimer leur animosité, leur adversité à l'égard du Maroc. Et ça fait partie des questions de lobbying sur la place de Paris. Une fois, il y a des gens qui travaillent pour le Maroc, d'autres, il y a des milieux qui veulent absolument salir et affaiblir le Maroc. Et la diplomatie marocaine doit composer avec ça, y compris chez son meilleur ami ou son meilleur allié à la France en Europe. Donc ça fait partie, j'allais dire, de l'exercice diplomatique et de la pratique diplomatique, parfois qu'on ne contrôle pas et parfois qu'on manipule. Mais l'affaire dans son ensemble a fait pchit et aujourd'hui, il n'y a aucun mot dans la presse pour parler de ça. Donc c'est quelque chose qui fait partie du passé et qui n'existe plus dans les esprits des gens. Dakadé Abou-Dahab, votre point de vue sur cette affaire Pegasus qui a empoisonné les relations entre les deux pays? Un peu étonné de la manière avec laquelle cette affaire a été instrumentalisée pour brouiller diplomatiquement les relations entre la France et le Maroc, sachant bien que avec d'autres pays, je le disais, il y avait également des brouilles diplomatiques, l'Allemagne et l'Espagne. On s'était dit finalement, est-ce que le Maroc a des problèmes avec l'essentiel, on va dire, des pays européens? Alors ceci dit, officiellement, le Maroc avait mandaté un avocat pour justement introduire une action en justice auprès des tribunaux français, pour d'abord avoir on va dire, les informations recoupées, authentifiées et vérifier si effectivement les allégations étaient véridiques ou pas. Jusqu'à présent, comme disait Setosa, rien n'en était. Et par conséquent, on voit très très bien qu'il s'agissait plus on va dire, de tentatives de brouiller la relation avec le Maroc. On ne sait qui et pour qui cela pouvait profiter. Mais si on replace ce genre de crise dans une trajectoire historique longue, on s'aperçoit que durant plusieurs années, de temps à autre, on va dire en dents de scie, les relations entre le Maroc et la France sont impactées par des crises, parfois même qui sont allées jusqu'à suspendre les relations en termes de coopération judiciaire avec la France. C'était en 2014-2015, etc. Donc maintenant, le plus important, c'est que je crois que le Maroc est acquitté. La société même israélienne qui vendait ces logiciels Pegasus, entre autres, avait nié tout lien commercial avec le Maroc, ça d'une part, et d'autre part, le Maroc a intenté donc des actions non seulement contre, on va dire, des institutions peut-être françaises, mais également des organismes mondiaux comme Amnesty International. Et ce qu'il faudra maintenant, c'est de ne pas céder au chant des sirènes, comme on dit. Il faut plutôt dépasser ces logiques on va dire, qui cherchaient à salir ou à impacter négativement les relations entre le Maroc et la France et voir l'avenir devant nous et faire en sorte de créer peut-être des mécanismes d'alerte, d'avertissement, d'anticipation de ce genre de crise pour aller chercher plutôt à atteindre des objectifs en termes stratégiques et ne pas donner le soin à des fossoyeurs, encore une fois, de brouiller diplomatiquement les relations entre les deux partenaires.
D'accord. Dominique Vidal, vous nous avez rejoint. J'aimerais vous parler des premiers mots d'Emmanuel Macron après sa victoire. Cette ère nouvelle ne sera pas celle de la continuité, c'est ce qu'il a déclaré. Quelles vont être les priorités, je le disais tout à l'heure, du président réélu? Qu'est-ce que cela augure selon vous en matière de politique étrangère de la France dans ce contexte de guerre en Ukraine? Emmanuel Macron regardera-t-il du côté de la rive sud de la Méditerranée et de l'Afrique également, avec lesquelles Paris a des relations compliquées aujourd'hui? Je vais vous décevoir, la politique étrangère a été quasiment absente de toute cette campagne électorale, au premier tour comme au second tour. Et donc, la seule question qui a été évidemment traitée, c'est celle de l'Ukraine, parce que vous savez bien qu'en France, on est très européocentré, donc la guerre sur notre continent, ça nous inquiète. La guerre ailleurs, ça nous inquiète un peu moins. Et donc, oui, il y a eu débat sur l'Ukraine, mais pour les autres questions internationales, y compris celles que vous avez soulevées, j'ai cru comprendre, notamment des rapports entre la France et le Maroc, la France et l'Algérie, la France et le Maghreb plus généralement, on peut dire que cette question a été absente de la campagne électorale, contrairement d'ailleurs à celle de 2017. Vous vous souvenez sûrement que le candidat Macron, à l'époque, avait fait une interview assez retentissante à Alger, où il avait réaffirmé le caractère criminel de la colonisation et de la politique française de colonisation. Rien de tout cela dans l'actuelle campagne électorale qui vient de se terminer. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, d'abord, il faut le dire, c'est une victoire importante pour Macron, parce que c'est vrai, il a 7 à 8 points de moins qu'en 2017, mais c'est le seul président réélu hors de la cohabitation. C'est un score élevé, même De Gaulle, face à Mitterrand en 1965, n'avait fait que 55%, pardon. Et puis, Macron a quand même traversé la crise des Gilets jaunes et le Covid. Disons qu'il a réussi à récupérer un grand nombre des électeurs de Mélenchon, de Jadot, de Pécresse, et même d'ailleurs un peu de Zemmour. Au fond, il y a eu un barrage à Le Pen qui s'est exprimé par le vote Macron. Donc il y a à la fois un électorat favorable à Macron et un électorat qui a utilisé le bulletin de vote Macron pour empêcher Le Pen d'arriver au pouvoir. Cela dit, c'est la première fois depuis 1945 que les extrêmes droites réunies autour de Marine Le Pen rassemblent un chiffre aussi élevé, 41,2%. C'est inédit, Dominique Vidal, c'est inédit, cette France fracturée. Tout à fait inédit, et c'est vrai qu'il n'y a pas de risque, je pense personnellement, que cela se traduise au moment des élections législatives. D'abord, en France, la règle d'or, c'est qu'un président réélu, il trouve une majorité à l'Assemblée. Ensuite, Macron a des chances assez fortes, je pense, de trouver une majorité parce que d'ores et déjà, il a, comme on dit chez nous, siphonné une grande partie de l'électorat du Parti socialiste, qui est réduit à presque rien, mais aussi des Républicains. Et il semble qu'un accord ait été passé avec Nicolas Sarkozy. Au fond, Macron va chercher à élargir vers les Républicains sa majorité et son gouvernement. Alors, c'est vrai que Mélenchon mène campagne pour devenir Premier ministre. Honnêtement, c'est peu vraisemblable. D'abord, en raison du très faible score de la gauche et des écologistes, qui n'ont fait que 32% au premier tour. Et ensuite, parce que l'implantation locale de la France insoumise est encore très faible. Le seul atout qu'est Mélenchon, et il est important, c'est qu'il y a, semble-t-il, en vue un accord de tous les partis de gauche et écologistes pour se retrouver ensemble aux législatives. Mais vraisemblablement, Macron aura une majorité et sans doute, à mon avis, une majorité élargie pour mener sa politique. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je pense qu'il y aura un certain nombre de compromis sur les questions sociales, sur les questions économiques. Je ne crois pas qu'on ira vers une réforme très rapide de la retraite que Macron voulait porter à 65 ans. Ça va se faire sûrement progressivement. Sur toute une série d'autres questions, je ne veux pas rentrer dans le détail pour vos spectateurs vos téléspectateurs qui sont quand même peu au fait du détail de la politique sociale et économique en France. Mais disons que les questions de politique étrangère, comme d'ailleurs d'habitude, seront dans la main du président de la République. C'est ce qu'on appelle chez nous le domaine réservé. Et
je serais vous, mais je ne suis pas vous, bien sûr. Je ne me ferai pas trop d'illusions. Je pense que la politique de Macron consiste, en direction du Maghreb, à jouer un jeu d'équilibre assez subtil entre le Maroc et l'Algérie, avec un regard aussi, bien sûr, sur la Tunisie, qui est en grande difficulté. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de rupture décisive de ce qu'a été la continuité de la politique française, d'autant que, j'ai cru que vous en parliez, l'affaire Pegasus a quand même laissé des traces, et des traces assez importantes. D'accord. Alors, vous disiez, Dominique Vidal, que Emmanuel Macron va probablement trouver une majorité à l'Assemblée. David Labaud, je reviens vers vous. Après cette élection présidentielle, il y a l'étape des législatives. Cette prochaine étape qui est névralgique. Quels vont être les scénarios? Est-ce que Emmanuel Macron aura les coups des franches? Quelle sera sa véritable marge de manœuvre sur ces dossiers nationaux et les autres? Certains candidats en ont parlé durant l'entre-deux tours. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui s'est tout de suite positionné très rapidement en disant « Élisez-moi Premier ministre d'Emmanuel Macron ». Il parle du 3e tour de la présidentielle. Les législatives, c'est dans quelques semaines. Ce sera le 12 juin, le premier tour. Dominique Vidal vient d'en parler. Je suis totalement en accord avec ce qui vient d'être dit. Grosso modo, en fait, donc, les 3 scénarios qui s'imposent, c'est... Il y a 3 pôles aujourd'hui, on l'a vu lors du premier tour. Il y a le pôle d'extrême droite, souverainiste, nationaliste, qui effectivement, avec l'addition de ces 2 candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour, arrive à cumuler 30% des voix. Il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan, un petit candidat qui a fait cette fois-ci aux alentours de 3, me semble-t-il. Bon, ce bloc-là fait de 2% pour Nicolas Dupont-Aignan, peut-être un tout petit peu moins d'ailleurs. Ça fait à peu près un électeur sur 3. C'est pas rien. C'est pas rien et c'est quelque chose quand même de très fort dans le débat politique français aujourd'hui. Cet entre-deux tours, Mostafa Tossa en a parlé tout à l'heure, il parlait de crainte. La crainte qu'il y a eu qu'éventuellement Marine Le Pen puisse l'emporter. Tout au long de la journée, les uns et les autres, on se concertait, on n'était pas si à l'aise que cela. On comprenait qu'une victoire de Marine Le Pen, c'était plus que jamais plausible. Ça ne s'est pas passé, pas cette fois-ci, mais effectivement, il y a une recomposition politique qui est toujours en cours. Pour en venir à votre question, donc les législatives, que peut-on imaginer? Une victoire éventuellement de l'extrême droite? Ça semble effectivement peu probable. L'implantation n'est pas forcément très bonne au niveau des régions, au niveau local. Il n'y a pas forcément des personnalités qui sont très affirmées. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un très bon score. C'est vrai, Dominique Vidal le disait à l'instant, apparemment il y a une volonté d'union à gauche. Est-ce que ça va suffire? Et là aussi, Dominique le rappelait très justement, sous la Ve République, un président a toujours ensuite une majorité. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron, il venait d'un petit peu nulle part. Il avait créé comme cela un parti qu'il avait appelé En Marche, 1 an avant l'élection. Il a présenté souvent de parfaits inconnus qui ont été élus, parce que les Français, à ce moment-là, ont voulu lui donner une majorité. Il avait l'attrait de la nouveauté, ce n'est plus le cas. Il a ce mandat, ce passif pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il va pouvoir, comme ça, constituer une majorité? C'est ce qui semble le plus probable. Mais après, effectivement, voyons ce paysage. Les grands partis traditionnels qui rythmaient, qui articulaient la vie française pendant des décennies ont été totalement balayés. C'est quelque chose de tout à fait frappant. Ça a été le cas du Parti socialiste il y a 5 ans. Benoît Hamon, le candidat, avait fait un petit peu moins de 7%, ce qui était vraiment humiliant pour un parti qui contrôlait toutes les strates du pouvoir quelques années auparavant. Et cette fois-ci, ça a été autour de la droite républicaine, la droite traditionnelle de Valérie Pécresse, qui n'a même pas pu faire 5%. Elle n'aura quasiment pas disparu du paysage quasiment disparu. Donc politique. que reste-t-il effectivement? Un Emmanuel Macron qui fait le grand écart du centre-gauche au centre-droit, cette fameuse stratégie du en même temps. Ça a marché une deuxième fois, il l'emporte. Mais après, c'est quoi l'alternative? C'est quoi l'alternance possible en France? On le voit, il y a une extrême droite qui est très forte, une extrême droite qui se renforce à chaque scrutin. Elle a encore amélioré son score cette fois-ci. On ne sait pas si Marine Le Pen sera au rendez-vous dans 5 ans. Elle a dit qu'elle n'y comptait pas, mais en tout cas, il y a quand même cette extrême droite très présente dans le champ politique français, avec tout ce que cela peut comporter, au niveau des idées qui sont mises en avant et du malaise que ça peut produire chez beaucoup de Français d'origine étrangère, d'origine musulmane. C'est très violent quand même ce qui s'est dit pendant cette campagne. Et puis même au-delà de ça, qu'on est un simple citoyen français, avoir comme ça des idées comme le grand remplacement qui sont brandies, qui sont martelées, c'est quelque chose d'assez éprouvant. Et on n'en ressort pas forcément totalement indemne, me semble-t-il.
Comme Denis Jambard, effectivement, qui parlait d'une France déglinguée. Tout à fait. On va reparler de diplomatie à présent. On évoquait tout à l'heure l'influence de plus en plus grandissante du Maroc en tant que puissance régionale. Le Royaume a mené une diplomatie au pas de charge, il faut le dire, il a fait des choix de diversifier notamment ses partenariats à l'international et notamment en Europe. Dans ce contexte, quelle sera la vision d'Emmanuel Macron dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union européenne et surtout, aura-t-il la latitude de faire évoluer les relations avec le Sud, avec le Maroc en particulier, à l'heure où cette guerre en Ukraine refaçonne les équilibres dans la région, Moustapha Tossa? Alors moi, je voudrais faire une petite remarque. Dominique Vidal, tout à l'heure, a essayé à sa manière de nous doucher l'espoir de voir une accélération, un changement brusque d'Emmanuel Macron par rapport au Maghreb. Il a dit qu'elle va continuer à jouer les équilibristes entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision. Ça, c'est une vision qui était valable avant, il y a quelques années, avant la reconnaissance américaine, avant la reconnaissance espagnole, avant le positionnement allemand. Et ça, c'était valable, oui, et il était dans une vision équilibriste entre Rabat et Alger parce qu'il ne voulait énerver personne. Mais maintenant, en plus de ces données-là qui sont géostratégiques importantes, l'Algérie n'est plus ce pays qui impose sa parole, qui impose sa force, qui impose sa pression. L'Algérie, le régime algérien est un régime actuellement lourdement contesté de l'intérieur et Emmanuel Macron est mieux placé que quiconque pour le savoir. Ça, c'est déjà un affaiblissement du régime algérien. Le deuxième élément, c'est que le régime algérien est isolé. Il n'y a plus de force pour imposer sa parole ou pour exercer du chantage, que ce soit au gaz ou que ce soit à autre chose. Donc, on a une nouvelle équation, on a un nouveau rapport avec cette région et je crois qu'Emmanuel Macron ou n'importe quel chef de sa diplomatie prendrait en considération cette nouvelle donne, cette nouvelle équation, ces nouveaux changements et n'agirait pas comme il y a 10 ans ou 15 ans en essayant. Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste, avait l'impression de dire cette phrase qui est terrible. Quand il parlait du Maghreb, il dit « La France est contrainte dans son expression ». Ça veut dire qu'elle ne peut pas parler ouvertement parce qu'elle ne veut ni énerver le Maroc, ni énerver l'Algérie. Donc, elle est contrainte dans son expression. Je crois que la prochaine séquence qui arrive, Emmanuel Macron ne sera pas dans cette France contrainte dans son expression et qu'il aura, j'espère, le courage d'accompagner tous ces tournants historiques que la région est en train de vivre. Et moi aussi, je compte beaucoup aussi sur la permanence de cet activisme diplomatique marocain qui ne va pas s'arrêter là. Ils ont conquis, les diplomates marocains ont conquis l'ONU, ont conquis l'Amérique, ont conquis le monde arabe, ont conquis l'Afrique. Pourquoi ils vont s'arrêter aux portes de Paris? Il faut y aller. Il faut continuer à faire ce qu'ils savent bien faire, du lobbying, de la diplomatie, de la conviction, de la persuasion, pour que Paris clarifie sa position une bonne fois pour toutes. C'est pour ça, moi, j'ai espoir que Emmanuel Macron ne sera plus contraint de jouer les équilibristes et qu'il va falloir accompagner tous ces tournants historiques et clarifier une bonne fois pour toutes sa position et reconnaître la marocanité du Sahara, qui est un élément important pour la stabilité régionale. Ce n'est pas pour faire du mal à un voisin, c'est pour la stabilité régionale et pour qu'on puisse passer à autre chose plutôt que de continuer à verser et à souffrir d'un conflit artificiel. Accompagner donc ce tournant historique, le Maghreb, une priorité pour Emmanuel Macron. Zakaria Aboudahab, j'aimerais vous entendre sur ce point. Écoutez, c'est vrai qu'il y a l'espoir de voir finalement ce conflit estomper pour qu'on passe à autre chose. Néanmoins, je reste quand même un peu sceptique quant à la démarche française durant les 5 prochaines années. Ça a été si bien dit par les orateurs avant moi, puisque d'abord la donne politique est conditionnée par la personnalité du futur Premier ministre et en même temps la désignation d'un ministre des Affaires étrangères. Et puis cela dépend également de la problématique européenne, à mon sens, puisque nous attendons à ce qu'il y ait rendement d'une décision à propos de l'extensibilité
des accords sectoriels agriculture-pêche conclus avec l'Union européenne. Il y a également la donne géopolitique en Europe avec le conflit en Ukraine, le conflit armé, bien entendu. Ceci dit, je ne pense pas, contrairement à M. Tossa, que cette logique, on va dire, dialectique, comment se rapprocher du Maroc sans fâcher le voisin algérien puisse disparaître dans les prochaines années. Je crois que c'est comme si la France marchait sur des œufs, comme on dit. Vous voyez, donc à chaque fois, il est question peut-être de ne pas trop froisser l'autre quand il s'agit de se rapprocher d'un pays. Et il y a donc ce dilemme, on va dire, voilà, ce dilemme géopolitique qu'il faudra, à mon sens, chercher à résorber par une approche, cette fois-ci, qui serait, à mon sens, pragmatique. Pourquoi, par exemple, Macron ne trouve pas dans le référentiel déjà existant, dans ce creuset, l'Union pour la Méditerranée, il y a des initiatives qui ont été lancées, et aller dans le sens du découplage, laissant de côté peut-être les contentieux politiques et allant vers l'exploration d'horizons sur le plan économique, dépollution de la Méditerranée, régulation des flux migratoires, co-développement, investissement substantiel, etc. Mais avec une projection, à mon sens, subsaharienne, puisque les deux pays, Maroc et Algérie, font partie de l'Union africaine. Et donc, à ce moment-là, on pourrait aussi activer des forums de coopération intercontinentaux. Ceci dit, je crois, du côté, cette fois-ci, de la diplomatie marocaine, il faut qu'elle soit encore davantage, on va dire, offensive, dans le sens où il faudra, durant les prochaines années, montrer et marteler non seulement par rapport à la France, mais au niveau du Conseil de sécurité, qu'au final, si nous voulons sortir de cette impasse très coûteuse pour tous les pays, il faudra, à mon sens, carrément soutenir de façon, cette fois-ci, inconditionnelle, le plan marocain d'autonomie pour aller explorer les véritables enjeux géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques qui nous attendent durant les 5 prochaines années. Voilà pour les enjeux géopolitiques et géostratégiques que vous venez de développer, Zakaria Aboudahab. Dominique Vidal, j'aimerais que l'on revienne avec vous sur cette France qui garde le même visage à l'Élysée, mais qui a clairement positionné son curseur à l'extrême droite sur son échiquier politique. Comment en est-elle arrivée là aujourd'hui? La polarisation est extrême. Un peu plus tôt sur notre antenne, l'essayiste Denis Jambard parlait d'une France déglinguée, d'un vote français sans adhésion et évoquait un vote de contestation de toutes parts. Écoutez, il ne faut pas exagérer les choses. Il y a toujours une tendance à chaque élection. Moi, je suis assez âgé, donc j'en ai vécu pas mal. Depuis 1965, j'ai vécu toutes les élections présidentielles. On a toujours des discours absolument historiques. Non. C'est évident que quand un président est réélu, ce qui est très rare en France, très rare, seuls des présidents de cohabitation, comme Mitterrand et Chirac, ont été réélus. Les autres, non, comme vous le savez. Donc, un président réélu avec un score élevé, on ne peut pas dire qu'il s'agit seulement d'un barrage à Le Pen. C'est aussi une partie de la France qui a confiance dans le projet, pour le qualifier simplement de néolibéral, qui est celui d'Emmanuel Macron, mais d'un néolibéralisme qui se veut moderne et réformateur. Deuxième remarque, il y a dans l'histoire politique de la France quelque chose au fond d'assez simple quand on veut le regarder avec de la distance. La mondialisation et la politique néolibérale a produit, en France comme ailleurs, des effets tout à fait délétères sur la société, avec une explosion des inégalités sociales. Ce n'est pas la peine que je vous l'explique, vous le vivez vous-même dans le Maghreb, et y compris au Maroc. Donc, les gens cherchent une réponse. Et il se trouve que la gauche française, comme disait Guy Mollet à l'époque des guerres coloniales d'ailleurs, est la plus bête du monde, et qu'elle s'est présentée à nouveau désunie avec une bataille entre mélenchonistes, communistes, socialistes en déclin comme les communistes, écologistes mais qui ont du mal à percer. Bref, il n'y avait pas d'alternative à gauche. Donc, comme la nature a horreur du vide, une partie très importante des milieux populaires ont été cherchés à l'extrême droite ce qu'ils ne trouvaient pas à gauche. J'observe, c'est très important parce qu'on n'en a pas fait état pour l'instant, que le parti de Marine Le Pen, je le regrette personnellement comme démocrate, mais le parti de Marine Le Pen est aujourd'hui le premier parti ouvrier de France, le premier parti employé de France, le premier parti des petites villes, pas des grandes villes, des petites villes. C'est-à-dire que
une grande partie de la France populaire, déçue par la gauche, s'est tournée vers l'extrême droite. Et je dois dire que cette fois-ci, le boulet n'est pas passé très loin. Et je veux redire ce que notre collègue a dit très brièvement tout à l'heure, qui était tout à fait juste. On n'est passé pas loin de la politique la plus raciste de l'histoire de France depuis Vichy. Il faut savoir que dans le programme de Marine Le Pen, je n'exagère pas, c'est son programme, il y avait la préférence nationale, il y avait l'abolition du droit du sol qui permet à quelqu'un qui est né en France d'être français, il y avait l'annulation des lois antiracistes, il y avait l'interdiction du voile dans tout l'espace public, il y avait la dénaturalisation des Français, selon Marine Le Pen, mal naturalisés, et il y avait ce que Zemmour appelait un début de remigration. Un programme comme ça ne s'est jamais vu en France depuis Vichy. Sauf que sous Vichy, c'était contre les Juifs, aujourd'hui, c'est contre les musulmans. Et donc, je crois qu'un des principaux problèmes de la France vis-à-vis du Maghreb, ce ne sera pas seulement l'équilibre entre Algérie et Maroc, la question du Sahara, etc. Non, ce sera comment conjuguer une politique qui soit humaine, juste, conforme aux principes de l'ONU, vis-à-vis de Français issus de l'immigration, qui ont après tout les mêmes droits que les autres. Et j'ajoute une politique d'asile qui ne soit pas une politique laxiste, mais qui soit une politique humaniste, fondée, là encore, sur les droits tels que l'ONU le prévoit. Donc je vois plutôt de ce côté-là une difficulté vis-à-vis du Maghreb. Après tout, nous avons des responsabilités vis-à-vis de pays et de populations que nous avons colonisés et maltraités pendant une très longue période. Eh oui, les temps ont changé. Une réaction peut-être, David Labo, sur cette analyse que vient de faire Dominique Vidal sur cette période que traverse la France aujourd'hui? Alors Dominique à l'instant parlait effectivement de ces thématiques, ces mots assez incroyables qu'on nous a ressassés pendant cette campagne. Pour la première fois effectivement, cette thèse du grand remplacement dont on parlait il y a quelques années, c'était un petit peu sous le manteau, c'était honteux, c'était quelque chose de tout à fait fumeux. Et cet éditorialiste, ce polémiste, Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, a mis ça dans le débat public et c'est devenu quelque chose, un leitmotiv comme ça qui revenait sur les plateaux de télévision. Moi, je me souviens d'une émission qu'il y a eu avant le premier tour. C'était, je crois, Jean-Luc Mélenchon qui était en plateau. Il a longuement échangé avec Éric Zemmour. C'était même assez interminable. Ça devait durer 20 minutes, ça a duré 1 heure. Et puis, par la suite, il y a d'autres intervenants dans le public qui ont pris la parole. Et il y avait une dame, en toute fin d'émission, qui a pris la parole, qui était d'origine maghrébine, et elle disait, cette dame, vous savez, moi je suis médecin, je travaille dans un service d'urgence à l'hôpital. La pandémie de Covid-19, je me la suis pris en plein visage. Le grand remplacement dont le monsieur parlait avant, c'est moi. C'est moi, et c'est Saïd qui est infirmier, c'est Rachid qui est urgentiste. Et elle disait, c'est quelque chose de très très violent à entendre. Et on la comprenait. Et effectivement, c'est quelque chose de très particulier, ce dérapage et ces idées maintenant qui sont posées comme ça sur la table, dont on parle assez naturellement. Il y a eu tout ce débat sur la division de la gauche, effectivement. Ça a duré longtemps pendant la campagne. Dominique Vidal en parlait à l'instant. Il y a même eu une tentative pour essayer de créer une candidature unique. C'est quelque chose qui a fait pchit. In fine, je crois que sur les 12 candidats, il y en avait la moitié qui était plus ou moins de droite, la moitié plus ou moins de gauche. Et par le passé, il y a eu déjà une gauche assez divisée qui se présentait. Ça ne n'empêchait pas à l'un de ces candidats éventuellement de l'emporter. Je ne suis pas sûr, contrairement à ce qu'on nous a dit pendant toute la campagne, j'avais fini par le croire moi-même, que la gauche était si divisée que cela. Oui, plein de candidats, mais à la fin, il y a une sorte de vote utile. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon est passé cette fois-ci vraiment très, très, très près d'une qualification. Il n'a pas été qualifié. La France est quand même plutôt à droite. L'extrême droite pèse, on l'a dit, un tiers des suffrages. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Dominique Vidal nous dit que, et à juste titre, Emmanuel Macron a fait plutôt un bon score au premier tour, 28%. On peut imaginer qu'il a effectivement eu une partie de l'électorat de Valérie Pécresse durant les derniers jours de la campagne. Il n'empêche, de 28%, il a pu arriver, comme il l'a fait là, à 59% quasiment ce soir. C'est qu'il y a eu un vote barrage, c'est que la gauche s'est mobilisée en sa faveur, les écologistes, des gens de la droite traditionnelle qui n'avaient pas forcément envie de voter pour lui. Une fois de plus, il y a eu barrage. Il en a parlé pendant son discours. Il a dit qu'il en avait conscience, qu'il en tiendrait compte.
il faut qu'il en tienne compte vraiment. Parce que ce vote barrage, de barrage en barrage, on n'est pas sûr que ça puisse tenir comme ça très longtemps. Ça a encore tenu cette fois-ci. On n'était pas si rassurés. Ça a marché. Je crois que vraiment, plus que jamais, il faut qu'il fasse preuve d'ouverture, qu'il montre qu'il est à l'écoute. Il a parlé un petit peu de la dimension écologique ce soir. Elle est très importante chez les jeunes, on le sait. Elle est très importante au sein d'une partie de l'électorat. Il faut vraiment que cette fois-ci, il y ait des choses très fortes, je pense, qui soient faites sur ce quinquennat. Pour nous tous, hein, pour la France, pour la planète, parce que le rapport du GIEC est tombé il y a quelque temps, il est un peu plus alarmiste. C'était au cœur de son discours, effectivement. Il doit vraiment donner les gages là-dessus. Je crois que c'est très important. De l'ouverture sur l'écologie, de l'ouverture aussi sur la Méditerranée. Zakaria Abou Dahab, je voudrais vous donner le mot de la fin. On se souvient que le roi Mohamed VI avait réservé sa toute première visite officielle d'État à la France. C'était en mars 2000. C'est dire la place de choix qu'occupait l'Hexagone dans la politique étrangère du royaume. Que reste-t-il aujourd'hui de ce partenariat d'exception à la lumière de tout ce qu'on vient d'évoquer ce soir et à l'aune de cette réélection d'Emmanuel Macron à la magistrature suprême de la France? Merci de nous donner le dernier mot. Il faut refonder le pacte, à mon sens, puisque les relations Maroc-France sont aux sous-œuvres solides, traversées certes par des périodes de turbulence, ça va de soi, parce que nous ne vivons pas dans un monde isolé, il y a des interdépendances, il y a des impondérables, etc. Mais il faudra, vous l'avez dit, Madame Nadia, que lorsque Sa Majesté était en France pour sa première visite d'État à l'époque sous Jacques Chirac, il avait plaidé pour un partenariat plus que l'association, mais encore moins que l'adhésion, ce qui a donné ce qu'on appelle le statut avancé. Moi, je crois que M. Macron n'est pas dépourvu d'imagination. Je crois qu'il est philosophe dans l'âme et par conséquent, avec tout son team, son équipe, doivent aussi regarder vers le sud. On le sait, aussi l'avenir de l'Europe est vers le sud. Il faudra, à mon sens, reprendre tout le legs et l'héritage laissé par les prédécesseurs, non seulement au niveau de la France, mais au niveau de l'Union européenne, et carrément chercher à fonder un nouveau pacte interdépendant, bénéfique mutuellement pour tous les pays, parce qu'il y va de la protection de l'intérêt de tous, tout en protégeant la planète, bien entendu, contre les périls qui la menacent. Voilà, avec donc un regard un peu plus tourné vers le sud. Merci infiniment, Zakaria Abou Dahab, d'avoir participé à cette émission. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. David Labo également, merci de nous avoir accompagnés. Merci également à Dominique Vidal et à Mustapha Tossa. C'est la fin de cette émission. Excellente suite des programmes sur Média TV.